Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. Dans un instant, nous allons prendre la direction de l'hémicycle où les sénateurs poursuivent ce matin l'examen du projet de loi LOPSI 2. Ils ont bientôt terminé l'examen en seconde lecture de ce texte. Le vote devrait donc intervenir en fin de matinée. Hier, les sénateurs ont voté la plupart des modifications déjà adoptées par la commission des lois. Par exemple, ils ont refusé d'étendre les peines planchers où ils ont souhaité que ce soit le juge qui se prononce en faveur d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans et non pas le préfet. En ce qui concerne l'assouplissement du permis à points, le Sénat n'a pas souhaité rouvrir le débat. Ce sont donc les dispositions votées par les députés qui ont été adoptées par les membres de la Haute Assemblée. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle. Très bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 30 ter. Alors, 30 ter, j'ai d'abord un amendement numéro 42, c'est monsieur non, c'est Madame Claes qui le défend. Vous avez la parole, Madame. Oui, merci Monsieur le Président. Si vous m'y autorisez, je présenterai l'amendement 42 et le 43 en même temps, le 43 étant un amendement de repli par rapport au 42. En fait, vous allez voir que, contrairement à ce qui peut parfois être dit, nous avons de la constance et de la cohérence dans nos prises de position, puisque l'amendement 42 est donc un amendement de suppression de l'article 30 ter. L'article 30 ter est une conséquence d'un article d'un article de la loi de finances du 30 avril 2009 à laquelle nous nous étions à l'époque opposés par la voix de Madame André, de notre collègue Michel André, qui prévoyait la possibilité pour l'État de céder à des personnes privées et à titre onéreux des informations nominatives personnelles qui figurent sur les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite revenir un petit peu sur les possibilités offertes à l'État en introduisant la possibilité pour l'État d'enquêter sur les futurs clients par la voie des enquêtes administratives. Nous supposons donc que s'il y a nécessité de faire des enquêtes, c'est que sans doute il y a eu des utilisations abusives ou peut-être même délictueuses, je ne sais pas, de ces transmissions et de ces cessions à titre onéreux des fichiers. Il y a donc un danger potentiel pour les personnes qui, sans forcément le savoir, parce que l'information manifestement n'est pas connue du grand public, donc ils sans le savoir, permettent à des entreprises privées d'avoir accès à des données personnelles les concernant. Donc nous demandons le retrait de cet article 30 ter et à défaut, à tout le moins, nous demandons à ce qu'il ne soit pas possible pour l'État de céder ces données pour des prospections commerciales, mais de se restreindre aux données utilisées à des fins d'enquête éventuellement. Je profite aussi de ce que j'ai la parole et que du coup j'ai été assez concise pour reposer une question qui a été posée déjà 2 fois hier soir ou peut-être même 3 fois hier soir, mais Monsieur le Ministre, c'était pas vous qui étiez là. On n'a pas eu de réponse, donc je réitère la question. Quid de l'ordonnance de 45 et quelles sont les intentions du gouvernement en matière de code pénal des mineurs et de réforme de cette ordonnance de 1945? Je vous remercie. Bien. Merci, Monsieur le rapporteur. Nous vous écoutons avec intérêt. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, sur 2 amendements. Sur le 42, cet amendement tend à supprimer l'article 30 ter qui prévoit qu'une enquête administrative peut être réalisée s'agissant des personnes qui se voient accorder le droit de réutiliser des données de synthèse d'immatriculation des véhicules. Une telle disposition a apparu à la Commission des lois comme utile pour éviter d'éventuels abus, donc je suis au gré de mettre un avis défavorable à la suppression de cet article. À l'amendement 43, cet amendement propose de supprimer la possibilité pour l'État de vendre les coordonnées personnelles contenues dans les fichiers de carte grise à des fins commerciales. L'encadrement de cette pratique est cependant sérieux et le présent article tend précisément à renforcer les garanties. Donc un avis défavorable. Monsieur le Ministre, votre avis, s'il vous plaît, sur ces 2 amendements. Oui. Défavorable. Je voudrais simplement préciser à Mme Claes que, puisqu'elle m'a interrogé sur, encourager une réflexion en tout cas, ou donner mon sentiment sur une réflexion sur la réforme de l'ordonnance de 45 sur les mineurs. Bon, d'abord, factuellement, j'observe que cette ordonnance a été modifiée au moins une dizaine de fois depuis la libération. Et deuxième point, je ne vous cache pas qu'effectivement j'ai des convictions sur ce sujet, mais troisième point, comme vous-même collectivement m'y avez encouragé, cela relève de la compétence judiciaire et il va de soi que je me garderai bien d'empiéter sur celui-ci, donc ce n'est pas de ma compétence aujourd'hui que de vous répondre.
Bien, ben vous voyez, avec le sourire, tout s'arrange. Donc, avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Je mets aux voix le 42, ceux qui sont pour. Avis contraire. Pas adopté. Même vote, je suppose, sur le 43. Pas adopté. Et je mets aux voix l'article 30 ter. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Avis contraire. Il est ainsi adopté, non modifié. L'article 31, non modifié. 31 quater, non modifié. Même vote. Alors nous arrivons au chapitre 7, l'article 32 ter A. Nous avons deux amendements identiques que nous allons appeler. Tout d'abord, c'est Monsieur Anziani. Vous allez dire maître. Pas d'ici, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous arrivons à un des articles les plus emblématiques de ce texte qui concerne l'évacuation des campements illicites. Il faut rappeler l'origine de cet article. L'origine, ce sont les chaleurs de l'été. Et dans les chaleurs de l'été, le président de la République a fait une déclaration incendiaire, plusieurs déclarations incendiaires, mais une en particulier qui souhaitait mettre le feu à toute une communauté qui était la communauté des Roms et la communauté des gens du voyage. Et puis nous avons eu ensuite cette traduction législative qui a baissé d'un cran les prétentions élyséennes, mais qui aboutit à un texte qui, au fond, cette fois-ci, vise les bidonvilles, les mal lotis, les plus mal lotis, les plus mal logés, ceux qui habitent dans des habitations de 4 sous. Et ce texte est venu en première lecture devant le Sénat, une nouvelle fois d'ailleurs. Le Sénat a fait preuve sans doute de sa hauteur de vue habituelle, je le dis avec précision, en essayant d'encadrer les dispositions de ce texte. Pour autant, quel est l'état définitif de ce texte? Il n'est pas fameux, parce que l'origine n'est pas fameuse. C'est un texte dérogatoire sur tous les points au droit commun. Il déroge au droit commun en matière d'expulsion. En principe, une expulsion est décidée par un tribunal. Là, le tribunal ne décidera pas, l'expulsion aura lieu, et ensuite, après, il pourrait y avoir toujours un recours. Encore faut-il que les personnes concernées soient au fait de ce recours et aient les moyens de ce recours. En tout cas, on change le droit commun qui est, en principe, une décision judiciaire préalable. On change le droit commun puisque, d'habitude, en matière d'expulsion, il ne peut pas y avoir d'expulsion l'hiver. Là, ces dispositions ne s'appliqueront pas, alors que nous sommes en présence d'une des populations les plus défavorisées qui soient. Il change également le droit commun, puisqu'en principe, une expulsion, c'est une procédure précise, où même le préfet doit être averti pour qu'il puisse organiser des solutions de relogement, et là, ce ne sera pas le cas. Il change le droit commun, puisqu'il permet même la destruction des biens. Alors, surtout, il y a un point qui nous choque dans ce texte, c'est que la loi est dure avec ces personnes sans logis, mais une autre loi, qui est celle qui reconnaît le droit opposable au logement, n'est pas appliquée. Et nous voici donc dans une drôle de situation. On a voté une loi il y a quelques années, en 2007 maintenant, qui reconnaissait un droit au logement opposable, qui a une loi, nous dit tous les commentaires, qui a une valeur constitutionnelle et qui n'est pas appliquée. Alors voilà ce qui est choquant. 2 poids, 2 mesures, dit-on. Et là, en fait, faudrait-il dire 2 lois, 2 mesures. Et vous me permettrez cette conclusion, et c'est peut-être ça qui est inadmissible dans cette loi. Selon que vous soyez puissant ou misérable, la loi vous est dure ou la loi vous est favorable. Voilà évidemment en République ce que nous ne pouvons pas accepter. Je vous remercie. Madame Assassi, vous présentez l'amendement. C'est Madame Hatton, pardon. Oui, merci Monsieur le Président. Nous nous opposons, c'est vrai, fermement à l'adoption de cet article qui crée une nouvelle procédure d'ailleurs concurrente à celle des articles 27 et 28 de la loi de mars 2007 qui était relative à la prévention de la délinquance. Procédure donc d'évacuation d'exception, procédure expéditive et arbitraire pour expulser les habitants installés de manière illicite dans des habitats de fortune. Donc en plus de neutraliser le pouvoir des juges, puisqu'elle donne un pouvoir exorbitant au préfet, ces dispositions aboutissent en outre à un contournement progressif
de l'esprit de la loi SRU adoptée en juillet 2000. Cette loi, qui, nous le regrettons, n'est pas vraiment appliquée, en particulier dans les villes de droite, avait pourtant pour but d'inciter les collectivités locales à se doter d'aires d'accueil pour les gens du voyage afin de leur permettre de disposer d'un habitat salubre et conforme à leur mode de vie. Dans le même temps, elle permet aux communes dotées d'aires d'accueil de pouvoir procéder à des expulsions. Le nouveau dispositif propose d'étendre à toutes les communes la possibilité de procéder à ces mêmes expulsions, ce qui vide complètement de son sens la loi de 2000. Le recours à l'habitat de fortune est lié à une augmentation des situations d'exclusion par le logement. La mise en œuvre de la loi DALLO étant pour l'instant insuffisante au regard de l'ampleur de la crise du logement, ainsi que d'ailleurs le démontrent les tableaux de bord du comité de suivi DALLO. De plus, cet article prévoit l'éventualité de la démolition des habitations, ce qui peut provoquer un risque majeur de violation du droit de propriété. Nombreux sont ceux qui risquent d'être victimes de cette disposition répressive. Le SDF vivant sous tente ou dans des cabanes, les gens du voyage en voie de sédentarisation, habitant parfois sur des terrains leur appartenant d'ailleurs, ou qui leur sont concédés, mais dans des locaux sans permis, des mobil-homes, des gens du voyage qui traversent des communes et qui refusent de construire des aires d'accueil, qui occuperaient ainsi un habitat alternatif. Donc en réalité, cet article organise la répression d'une frange de la plus exclue et la plus précaire de la population, que ce soit les SDF, que ce soit ceux qui ont un mode de vie un peu différent du nôtre et qui sont quand même considérés comme des marginaux, à la fois par les institutions et apparemment par ce gouvernement. Ainsi donc, vous créez une nouvelle discrimination concernant la protection du domicile et vous traitez comme des coupables ceux qui en réalité sont les victimes à la fois de l'incurie de l'État en matière de logement et en matière d'accueil. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces deux amendements? Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ces amendements visent à supprimer la procédure spéciale d'évacuation des camps illicites mise en place par le présent texte et adoptée en première lecture par le Sénat. Cette procédure, dont la Commission des lois a renforcé les garanties en première lecture, vise à remédier à une lacune de la législation. En effet, cette dernière prévoit une procédure spécifique pour l'évacuation des résidences mobiles en cas de stationnement illégaux, mais sans prévoir un dispositif comparable pour l'évacuation des campements illicites, alors même que ceux-ci peuvent présenter les mêmes atteintes à la salubrité, à la tranquillité ou à la sécurité publique. Donc la Commission a mis un avis défavorable pour ces deux amendements de suppression. Je vais consulter le ministre de l'Intérieur. Même avis. Bien. Monsieur Hérisson, vous avez la parole. Simplement, quelques mots d'explication sur ce texte. C'est plus le président de la Commission nationale consultative des gens du voyage qui s'exprime que le sénateur, ou les deux si vous voulez. Je crois que nous sommes dans un processus d'amélioration de la situation à l'adresse des gens qui utilisent des habitations ou des caravanes dans notre pays. Le rapporteur vient de rappeler très justement que, j'allais dire, la mesure précédente, à la limite, pouvait presque être discriminatoire et qu'il s'agit de prendre en considération globalement des situations illégales et sur deux motifs. Le premier motif, c'est l'insalubrité. Le deuxième motif, c'est le trouble à l'ordre public. Et que le texte nouveau prévoit également, dans un état de droit, la possibilité de recourir devant le tribunal administratif et de demander au juge de dire le bien fondé de l'évacuation si elle est ordonnée par le préfet. Donc, pour en avoir parlé avec les organisations de gens du voyage, je crois qu'au départ, ils se sont inquiétés. Aujourd'hui, ils ont bien compris que cette mesure n'était pas spécifiquement à leur adresse et que plutôt que de critiquer le système, je pense que nous ferions mieux, nous les parlementaires, à l'adresse des élus locaux sur le territoire et en particulier des maires ou des présidents d'intercommunalité. Au moment où 98 des 100 schémas départementaux sont en révision, de prendre en considération et d'introduire dans les schémas départementaux la réalité que constituent les terrains familiaux auxquels il a été fait référence, c'est-à-dire des gens du voyage qui ont décidé d'une sédentarisation ou d'une semi-sédentarisation, de se poser quelque part, de trouver les moyens d'assouplissement à la fois du code de l'urbanisme et de la présence sur le territoire pour une meilleure
intégration de ces populations à un moment choisi où la nouvelle génération souhaite plutôt une sédentarisation ou une semi-sédentarisation. Il s'agit donc plutôt de trouver des solutions pour les accompagner. Et moi, je pense que ce texte, à l'adresse des préfets, donne la possibilité d'aller vers des évacuations dès lors que, sur des points précis, il y a une situation anormale, à la fois dénoncée par le maire de la commune et par la population, et de faire entrer tout le monde dans une situation de légalité. C'est quelque chose que l'on doit, y compris à ces gens-là. Bien, je vous remercie. Donc je vais mettre aux voix, monsieur. Juste une indication par rapport à ce qui vient d'être dit. Je suis d'accord sur ce que M. Hérisson vient de dire, bien évidemment. Nous devons tous, effectivement, mettre en place les dispositions que nous impose la loi. Nous devons le faire. C'est non seulement parce que c'est conforme à la loi, mais aussi c'est sans doute notre devoir moral de le faire, bien entendu. Mais en même temps, n'avancez pas cet argument juste pour occulter toute l'autre partie de la loi. Vous traitez là des gens du voyage. Nous savons que ce texte va bien au-delà des gens du voyage et concerne, je le répète, les populations les plus précaires, celles qui ont des habitations éphémères. Que fait-on pour ces gens-là? Est-ce que pour ces personnes-là, qui sont les plus démunies, on doit aboutir à des régimes dérogatoires? Pourquoi ne pas appliquer le droit commun? Et le droit commun, c'est une décision judiciaire préalable. Bien, alors je mets aux voix ces deux amendements identiques. Ceux qui sont favorables veulent bien lever la main. Avis contraire? Ils ne sont pas adoptés. Maintenant, j'appelle trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Le 2 rectifié qui va nous présenter par monsieur Beaumont ou Lefebvre. Monsieur Lefebvre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avec votre autorisation et celle de mon collègue Beaumont, je vais grouper les deux présentations en rappelant que il concerne l'occupation illicite du domicile d'autrui. Le Sénat, conscient de ce problème, avait voté en 2007 une disposition qui permettait de saisir le préfet dans une procédure d'urgence. Toutefois, cette disposition maintient en pratique un délai de plusieurs jours avant que le propriétaire ou locataire légitime ne puisse récupérer son logement, alors que pour une victime, chaque nuit exclue de son propre domicile représente un traumatisme et des frais importants. En outre, cette disposition est une pratique rarement appliquée car elle est très mal connue des forces de l'ordre. Suite aux observations justifiées de la Commission des lois, cet amendement apporte deux précisions indispensables par rapport au texte voté par l'Assemblée nationale. Tout d'abord, il exclut les cas permis par la loi, comme dans le premier alinéa de l'article 226.4. Ensuite, il vise l'occupation du domicile et non pas le simple séjour, ce qui restreint la disposition au cas où la personne séjournant illicitement dans le domicile empêche son propriétaire ou locataire légitime de rentrer chez lui. Il ne semble pas y avoir lieu, en revanche, à distinguer entre le cas où l'occupation était illicite dès le départ ou si elle l'est devenue par la suite, les conséquences pour le propriétaire ou locataire légitime étant strictement identiques. Merci. Le 52 rectifié quinquies, c'est monsieur... Oui, vous faites le lien entre les... Ensemble. D'accord, merci. Le 54 rectifié, c'est madame Procaccia, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Effectivement, en 2007, avec un certain nombre des collègues, j'ai été à l'initiative de cet article qui a permis enfin d'introduire une disposition qui permette d'expulser les squatteurs qui s'introduisent dans des domiciles occupés. Je rappelle que cet amendement et cet article avaient été votés à la quasi-unanimité de la droite et de la gauche, puisque nous avions reçu les associations de squatteurs organisés, entre guillemets, qui sont le droit au logement et qui sont jeudi noir, puisque comme nous, ils dénoncent ces squatteurs qui pénètrent, qui sont dans des domiciles de personnes parties à l'hôpital, parties en vacances et non pas dans des logements vides. Nous sommes donc très contents que cette disposition existe, mais comme me disait notre collègue Antoine Lefebvre, je suis la première à constater qu'elle est mal appliquée. Elle commence tout juste à être connue par les préfets, alors qu'elle a quand même plus de 4 ans. Alors, l'Assemblée nationale avait introduit une disposition que le Sénat et la Commission des lois a souhaité modifier, en tenant compte justement des remarques de la Commission des lois. J'ai introduit dans cet amendement le fait de pénétrer et de séjourner à titre frauduleux
dans le domicile et aussi la mention hors les cas où la loi le permet, pour que justement l'introduction frauduleuse prouve bien qu'il ne s'agit pas d'un locataire qui ne peut plus payer et dont le propriétaire voudrait expulser. Il s'agit bien donc des cas très précis que j'ai signalés tout à l'heure, et j'en ai eu récemment dans ma commune où une personne âgée était partie pendant 1 mois et demi voir sa famille, et si les voisins n'avaient pas vu, son logement était squatté, les gens avaient tout mis sur le trottoir. Donc c'est pour être un peu plus efficace par rapport à la disposition de 2007. Merci madame. On va demander l'avis du rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Ces 3 amendements visent à rétablir la création de l'infraction de vol de domicile qui a été rejetée par le Sénat en première lecture, adoptée à l'Assemblée nationale et supprimée par la Commission des lois. Si la Commission des lois a supprimé cette disposition, c'est que l'objectif poursuivi est largement satisfait par le droit en vigueur. En effet, non seulement l'article 226-4 du Code pénal vise d'ores et déjà le maintien illicite au domicile d'autrui, mais l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable organise une procédure d'expulsion rapide de l'occupant illégal du domicile d'autrui qui permet au propriétaire ou au locataire du logement occupé de demander au préfet de mettre en demeure l'occupant illégal de quitter les lieux. Lorsque la mise en demeure n'a pas été suivie des faits, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée de l'intéressé. Cette procédure n'est enfermée dans aucun délai. Le titulaire du domicile n'ayant qu'à déposer plainte, rapporter la preuve que le logement constitue son domicile et faire constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. Elle ne nécessite donc pas de décision d'expulsion et s'avère plus performante que l'expulsion pour violation de domicile en cas de flagrance. En outre, s'agissant de l'amendement numéro 2, il n'est pas prévu le cas où le maintien dans le domicile est autorisé par la loi. Donc je demanderai aux signataires des amendements soit de les retirer, soit malheureusement, s'ils ne les retiraient pas, je mettrai donc un avis défavorable. Monsieur le ministre, votre avis, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, là, il peut y avoir une nuance avec la Commission. Simplement, j'ai bien écouté ce que vient de dire le rapporteur. Je pense que sur le 2 rectifié, le 54 rectifié, et je partage l'analyse sur le retrait, et parce que le 52 rectifié, lui, sans doute résume, et de manière peut-être avec une rédaction qui est plus satisfaisante, l'esprit, le même esprit. Alors simplement, j'ai bien noté que la Commission souhaitait soit le retrait, soit un avis défavorable. Afin de tenir compte de ce qui vient d'être exprimé, moi je m'en remettrai à la sagesse. Sur le 52 rectifié, on est bien d'accord? Très bien. Bien, alors le 2 rectifié est-il maintenu? Non, je le retire. Il est retiré. Le 54, est-ce que vous le maintenez, Madame Borgassia? Je vais me retirer au profit de l'article pour lequel le ministre a donné un avis de sagesse. Je veux simplement dire à notre rapporteur qu'étant à l'origine de cet article 38, je peux assurer qu'il n'est pas appliqué et qu'il ne suffit pas. Monsieur le Président de la Commission des lois. Oui, moi, ou bien le texte est insuffisant, et il faut effectivement peut-être l'améliorer. Mais dire qu'un texte n'est pas appliqué parce qu'il n'est pas connu et faire un nouveau texte, ça sera exactement la même chose. Franchement, moi je trouve quand même qu'on est quand même curieux parce que on crée des insécurités juridiques en modifiant tout le temps les textes, et notamment en matière pénale. Monsieur le ministre, si c'est pas appliqué, on peut faire des circulaires, que je sache, à la fois le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Parce que le ministère de la Justice, ça lui arrive aussi, enfin, les magistrats, ça leur arrive aussi d'oublier qu'on a voté des lois. Bah oui. Mais si c'est pas appliqué, parce que mais en plus je trouve que la pression mise par certaines associations pour dire le Parlement fait pas son travail, etc., l'antiparlementarisme, ça commence à suffire. Et qu'on défend pas les braves gens, je trouve que c'est pas ça. Alors, de deux choses une, Monsieur le Ministre, ou bien il faut rectifier le texte, et moi je le conçois, peut-être que c'est bien, puisque vous avez donné un avis de sagesse. Mais en même temps, je trouve déplorable qu'on vienne dire attendez, on a voté une loi en 2007 qui normalement doit avoir une efficacité réelle, mais personne ne la connaît, on ne l'applique pas. Alors, donc on fait un nouveau texte. Ben, le nouveau texte, ça sera exactement la même chose.
Il n'y a pas de raison qu'il soit mieux appliqué que le texte précédent. Ou bien, est-ce qu'il est appliqué? Oui. Est-ce qu'il était... Ah ben non, mais Madame Procaccia, vous le dites. Mais en vertu de quoi? Parce qu'une association le dit? Bon. Ah, bon. Ben oui, mais je crains bien, Madame, ma chère collègue, je crains bien que ce que vous proposez, qui n'est pas quand même très éloigné du texte actuel, hein, franchement, hein, une amélioration. Mais alors, il aurait mieux valu, veuillez m'excuser, mais on ne va pas faire du travail de commission en séance. Il suffisait peut-être de changer un mot dans le texte que vous aviez fait voter en 2007. Bien. Alors, Madame Claes, excusez-moi. Oui, explication de vote, parce que pour une fois que je peux lire, et toujours avec le sourire, Monsieur le Président, je suis entièrement d'accord avec votre position. Quand un texte n'est pas appliqué, on n'en refait pas un autre, on fait appliquer le texte si on veut le faire appliquer. À Monsieur le Ministre, je voulais simplement redire, ce qu'on regrette, nous, sur ces bancs, c'est qu'effectivement, on n'a toujours pas la réponse à votre question sur les mineurs, mais parce que le garde des Sceaux lui-même n'est pas venu hier, alors qu'il s'agissait de textes concernant les mineurs. C'est tout. Bien, donc le 52 rectifié est bien maintenu. Bien, alors je mets aux voix. Il a reçu un avis défavorable de la Commission, un avis de sagesse du gouvernement. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Avis contraire? Il est adopté. Et l'article 32 ter A ainsi modifié, même vote, il est adopté. Chapitre 7 bis, qui le présente pour le groupe CRC? C'est le 110. Madame la Présidente Borbo-Cohen-Serre. Oui, le 110, il préfigure ce qui va venir par la suite, puisque nous ne sommes pas d'accord avec la logique de tout ce chapitre. Nous proposons de supprimer la division. Bien. Avis de la Commission? Défavorable, compte tenu de la place croissante de la police municipale dans la sécurité quotidienne. Quel est l'avis du gouvernement? Même avis. Bien. Pas d'explication de vote. Je le mets aux voix. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Avis contraire? Attendez, alors là, j'ai besoin de compter. Ceux qui sont pour, lèvent la main. 3, 2, 5, 6. Ceux qui sont contre? Ah, il y avait de l'assouplissement. Bien, il est adopté. 32 ter, deux amendements identiques. Monsieur Anziani, vous avez la parole sur le 45. Oui, Monsieur le Président, il y a quelques semaines, le gouvernement nous a proposé une loi de réforme des collectivités territoriales. Et dans cette loi, il y avait quelques articles qui concernaient la clarification des compétences. Et il y avait une grande inspiration qui consistait à dire, il ne faut pas tout mélanger, il faut vraiment que l'on sache qui fait quoi, quelles sont les différentes collectivités qui doivent agir avec des blocs de compétences. Bon, d'accord, c'est ce qu'on nous a expliqué. Au nom de la lisibilité et sans doute aussi de la compréhension par le citoyen de notre organisation territoriale, mais j'oserais dire sans doute de notre organisation de la République. Et voilà que, détour d'un texte, tout d'un coup, la confusion est apportée par le même gouvernement. Et que l'on dit que la police municipale, et pour cet article, son directeur, au fond, serait une bonne chose qu'il ait la qualité d'adjoint d'officier de police judiciaire et donc qui participe aux tâches de la police judiciaire en l'absence de l'officier de police judiciaire. Nous, ça nous semble de la confusion. Et en réalité, on voit très bien la raison. La raison, c'est que l'État n'a plus d'argent. Les caisses sont vides. Et donc, évidemment, ce qu'on ne peut pas financer avec les moyens de l'État, on essaye de le faire financer d'une façon ou d'une autre par les collectivités territoriales. Nous ne pouvons que nous opposer à cet article. Je vous remercie. Le 111, c'est Madame la Présidente Bordeaux-Cohen-Serre qui le présente. Oui, c'est le même raisonnement que notre collègue. Avec cet article, qui octroie le statut d'officier de police judiciaire au directeur des polices municipales des villes comptant plus de 40 agents. Ça veut dire qu'il pourra procéder à des arrestations
en procédure de flagrant délit, constater les crimes, délits et contraventions, établir pour le procès verbal, recueillir les renseignements sur les auteurs et complices d'infractions. Il lui sera même possible de procéder à des perquisitions. À l'heure actuelle, il y a un lien de subordination. Les directeurs de police municipale ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint. Donc là, il s'agit d'élargir le champ d'action des directeurs des polices municipales. Or, la présence d'un officier de police judiciaire, comme le concède Monsieur Courtois, enfin notre rapporteur, et de les rendre quasi autonomes, sans pour autant prévoir la formation adéquate, revalorisation de traitement, ni une prise en charge par l'État, ce qui est bien effectivement la question des questions. Donc, qu'est-ce qu'il apparaît avec ça? C'est l'objectif de substituer la police municipale à la police nationale dans un certain nombre de fonctions, et pour des raisons à la fois budgétaires et peut-être bien d'autres. Et nous sommes tout à fait opposés à ce qu'on ouvre la porte du pénal à un fonctionnaire de l'administration territoriale qui, à la différence de la police nationale, n'a pas la formation en la matière. Et donc, voilà, je pense que ça mérite réflexion et c'est assez regrettable qu'on se précipite dans ce genre de transfert de compétences et de charges. Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis? Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Le présent amendement de suppression a déjà été examiné en première lecture et d'ailleurs a déjà été rejeté. L'octroi de la qualité d'APJ aux directeurs de police municipale leur permettra d'agir de manière plus efficace pour préserver la sécurité dans certaines grandes villes de France. Donc un avis défavorable à ces deux amendements. Monsieur le ministre, même avis. Bien. Madame. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un article qui inquiète grandement les maires et qui, à mon sens en tout cas, fait preuve soit d'une grande méconnaissance de ce qui se passe réellement sur le terrain, soit de la volonté d'avancer à pas feutrer vers quelque chose encore de nouveau et encore un transfert de compétences sans le transfert des moyens aux collectivités territoriales et notamment aux maires, ou peut-être même les deux. En effet, les directeurs de police municipale de plus de 40 agents ne sont jamais sur le terrain et donc n'exerceront pas ces missions d'adjoints de police judiciaire. Ils ne les exerceront pas parce qu'ils ne sont pas sur le terrain, ils sont dans les bureaux, ils exercent bien d'autres missions. Alors pourquoi leur donner ce titre s'ils n'en exercent pas les missions, si ce n'est pour demain revenir au directeur de police municipale de 20 agents ou de 10 ou de 5, voire après-demain tous les policiers municipaux seront adjoints de police judiciaire et du coup effectueront pour le compte de l'État, sur le budget de la collectivité territoriale, toutes les missions effectivement afférentes à l'adjointe de police judiciaire. Donc bien évidemment, nous sommes fermement opposés et beaucoup de maires, c'est vraiment une disposition qui suscite beaucoup d'inquiétudes chez les maires, beaucoup de maires sont résolument opposés à cette disposition. Merci. Bien, alors, je mets aux voix ces amendements identiques. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Avis contraire? Ils ne sont pas adoptés et l'article 32 ter n'est pas modifié. Je pense que c'est le même vote. Article 32 quinquies. Monsieur Angiani, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, je serai bref, puisqu'évidemment, l'argumentation de cet amendement qui concerne cette fois-ci les dépistages d'alcoolémie qui seraient confiés aux policiers municipaux est la même que ce que je viens de développer. Bien. Et pour le groupe CRC, Madame Borvo-Cohen-Cerf, s'il vous plaît. Oui, la même chose. Donc, je ne vais pas non plus développer. Mais c'est vrai que vous faites comme si tous les maires étaient d'accord. Mais c'est faux. Beaucoup ne le sont pas, et à juste titre, parce qu'ils comprennent très bien que derrière ce type de disposition, d'abord, on va pousser les maires, à ceux qui n'en ont pas, à se doter d'une police municipale. Et en plus, on voit bien que derrière ça, il y a un désengagement de l'État et des risques quand même grands de voir des polices locales, disons, soit politisées, soit différentes les unes des autres. Merci, monsieur le rapporteur. Votre avis?
Bien, pour la Commission, il est souhaitable de permettre le développement des contrôles d'alcoolémie, l'alcool étant responsable d'une part très significative des accidents de la route. Et je tiens à faire remarquer que la participation des policiers municipaux au dépistage d'alcoolémie se fera sous l'autorité d'un OPJ. Donc avis défavorable sur ces deux amendements. Et quel est l'avis du gouvernement? Défavorable. Défavorable, même avis. Bien. Madame Claes, vous avez la parole pour explication de vote. Oui, juste très rapidement. Donc les policiers municipaux seront payés par les collectivités locales et par les communes et sous l'autorité des OPJ territorialement compétents, autrement dit gendarmerie nationale et police nationale. Je trouve ça regrettable. Bien. Monsieur Lamini, pour explication de vote. Je crains pire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ces interventions, et je vais vraiment tout à fait dans le sens de l'explication de Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, puisque je dirais hier soir on a longuement parlé de la sécurité routière, et je dirais depuis déjà pas mal d'années, la police municipale, peut-être pas systématiquement dans toutes les villes, mais même dans des petites villes, 5 à 10 000 habitants, ils font aussi des contrôles de vitesse. Et en termes de contrôle de vitesse, bon, on le voit quand c'est la gendarmerie nationale et la police nationale, mais on peut l'appliquer, c'est applicable maintenant donc pour la police municipale, quand il y a un excès de vitesse, tout conducteur est soumis à un contrôle d'alcoolémie. Donc je crois que c'est réellement aussi une continuité, pour être cohérent, vraiment avec le système et avec la lutte contre l'insécurité routière. Et je crois que à ce niveau-là, je crois que c'est tout à fait l'explication de Monsieur le Ministre et du rapporteur vont réellement dans ce sens pour vraiment faire au maximum en termes de sécurité routière et lié justement à ces dépistages d'alcoolémie qu'on partage tout à fait. Je vous remercie. Bien, je mets aux voix ces deux amendements identiques. Ceux qui sont pour veulent bien le manifester en levant la main. 6. Avis contraire. Ils ne sont pas adoptés. Et l'article n'est pas modifié. Article 32 septies. Donc là, j'ai un amendement 113. Madame la Présidente Borvo-Cohensert, vous avez la parole. Oui, merci. Nous proposons de supprimer cet article qui tend à alourdir l'obligation pour nos concitoyens de se soumettre à des fouilles de leurs sacs ou bagages quand ils participent à une quelconque manifestation culturelle, sportive ou récréative. Cette obligation existait déjà, mais elle visait les grands rassemblements de plus de 1500 personnes. Or, l'article 32 septies abaisse ce seuil à 300 personnes. En outre, il est prévu d'autoriser les agents de surveillance de Paris à procéder à de telles fouilles, alors qu'ils ne devraient pas être habilités à exercer cette tâche. Le fait d'avoir ajouté qu'ils étaient chargés d'un service de police ne change rien. C'est la justification. On emploie des mots pour justifier ce qu'on veut faire, mais ça n'est pas le cas. Et donc, nous sommes tout à fait contre ces dispositions. Monsieur le rapporteur, votre avis, s'il vous plaît. Oui, cet amendement est contraire à la position de la Commission. En effet, les contrôles effectués lors des manifestations sportives, récréatives, culturelles sont un élément essentiel de la sécurité lors de ces événements. Donc, un avis défavorable à cet amendement de suppression. Et vous, Monsieur le Ministre, même avis? Bien. Pas de demande d'explication de vote. Donc, ceux qui sont pour, lèvent la main. Avis contraire. Il n'est pas adopté. L'article 32 septies n'est pas modifié. L'article 32 octies, je n'ai pas d'amendement. Suppression maintenue. Chapitre 8, moyens matériels et services. Nous arrivons à l'article 33. J'ai un amendement du gouvernement. Monsieur le ministre, si vous voulez le présenter. Le 157. Oui, Monsieur le Président, c'est un amendement en réalité technique qui propose de repousser au 31 décembre 2013 la date limite jusqu'à laquelle, à laquelle les conseils généraux pouvaient, s'ils le désiraient, construire, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis aux dispositions des SDIS. La disposition actuelle avait été prévue jusqu'au 31 décembre 2010. Il est proposé donc de le reporter de 3 ans. Monsieur le rapporteur.
Oui, donc la Commission n'a pas examiné cet amendement, mais à titre personnel, je suis très favorable effectivement à cet amendement. Bien, ça permet au département d'investir. Voilà, très bien. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Il est adopté à l'unanimité? Bien. Merci. Et l'article 33 également. Chapitre 9, dispositions diverses, 37D non modifié. Nous arrivons au 37 quinquies AA. Là, nous avons un amendement. C'est Madame Assassi qui va nous le présenter. Elle a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Simplement, si vous savez qu'on ne cautionne pas le basculement de compétences de la police nationale vers la police municipale, donc a fortiori, nous ne pouvons cautionner l'octroi de la qualité d'agent de police judiciaire à un stagiaire de la police nationale qui n'a même pas fini d'être formé sous prétexte de faire des économies. Nous pensons que vous allez encore un peu trop loin. Il est en effet inadmissible d'octroyer les responsabilités inhérentes à ce statut sans que la formation complète qui est associée lui ait été dispensée. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article. Avis de la Commission. Oui, c'est donc effectivement un amendement de suppression de l'article 37. Cet article effectue une coordination nécessaire avec la prérogative des gendarmes. Avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement? Même avis. Alors, je le mets aux voix. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Avis contraire. Il n'est pas adopté et l'article quinquies n'est pas modifié. Quinquies A, 37 quinquies AA. Maintenant, nous sommes au 37 quinquies B. Nous avons trois amendements identiques, le 47, le 115 et le 147 rectifié. J'appelle Monsieur Anzani pour son 47. Oui, Monsieur le Président, cet article pose une question de principe. Faut-il ou non un droit dérogatoire en matière d'étrangers? C'est une question de principe et on voit bien la réponse qui est apportée là. Nous avons une décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2005 qui traitait de la récidive en matière pénale, qui nous a dit d'une façon très explicite que la pose d'un bracelet électronique, la surveillance électronique mobile, ne pouvait être décidée que par une décision judiciaire. Ça, c'est le droit commun. Si on fait de la surveillance électronique, c'est une décision judiciaire. Voilà ce qui doit être appliqué dans notre pays, quelles que soient les infractions, quelles que soient les personnes, dès l'instant que nous avons affaire à une infraction pénale. Eh bien là, nous passons à autre chose. Je ne vois pas d'ailleurs le fondement de tout cela et même l'opportunité de tout ça. Eh bien là, nous allons basculer. Et puisqu'il s'agit d'un étranger, alors on n'appliquera pas le droit propre aux Français qui peuvent avoir commis des crimes tout à fait aussi effroyables que cet étranger-là, ou même d'ailleurs participer à des actes de terrorisme comme un étranger. Mais là, puisque c'est un étranger, c'est pas le même droit. C'est plus une décision judiciaire, ça doit être une décision administrative. Franchement, je ne vois pas l'opportunité, je vous le dis, Monsieur le Ministre, je ne vois même pas l'intérêt pratique, et je vois par contre, évidemment, le fait que ça contrarie fortement notre droit commun, et qu'à mon avis, d'ailleurs, pour cette raison, cette disposition est inconstitutionnelle. Madame Assassi. Oui. Oui, Monsieur le Président, cet article est lui aussi issu d'un des amendements du gouvernement, donc destiné à durcir le projet de loi. Bon, nous proposons de le supprimer et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous pensons qu'il ne suffit pas d'accoler le qualificatif de terroriste pour qu'il soit permis de contourner la loi ou de justifier toute aggravation pénale. Cet article prévoit en effet que le placement sous surveillance électronique mobile pourra être prononcé par l'autorité administrative pour une durée allant de 3 mois à 2 ans, à l'encontre donc d'un étranger frappé d'une mesure d'interdiction judiciaire ou d'expulsion en raison d'activités à caractère terroriste. Je voudrais rappeler ici la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2005 qui dit ceci. D'une part, c'est l'autorité judiciaire qui prend cette décision après un débat contradictoire avec intervention de l'avocat. Donc vous supprimez donc le contrôle du juge en le mettant cette fois encore à l'écart. Et d'autre part,
dans la décision du Conseil constitutionnel, il est prévu donc, il est dit que l'accord de l'étranger concerné est obligatoire. En outre, le manquement aux obligations de placement sous surveillance électronique mobile pourra être sanctionné d'1 an de prison. Dans ces conditions, il est évident que cet article rétablit une double peine pour des étrangers concernés. Donc je crains qu'une fois de plus, vous preniez prétexte du terrorisme pour aller élargir encore et encore le port du bracelet électronique à des situations de plus en plus diverses et finalement que vous fassiez de l'exception la norme. On pourrait se poser la question, effectivement, à quand le bracelet électronique pour tous les étrangers sans papier, puisqu'il est manifeste que cet article entretient un amalgame entre immigration et délinquance. Les sociétés de surveillance privée ne s'en plaindraient pas, puisque l'article lui-même précise que le contrôle à distance peut être confié à une personne de droit privé. Plus globalement, cet article participe aussi d'un déplacement de l'utilisation du bracelet, lequel devient simple outil de contrôle et de surveillance et en aucun cas un outil de réinsertion. Et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de supprimer cet article. Merci, Madame. Madame Laborde pour Monsieur Mézard. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous souhaitons nous aussi la suppression de cet article qui généralise le placement sous surveillance électronique mobile des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'interdiction ou d'expulsion résultant d'actes de terrorisme ne pouvant être mis à exécution, en confiant son prononcé à l'administration et non plus au juge, et en supprimant l'exigence d'un accord de la personne. Ces deux derniers points contreviennent à la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2005 qui subordonnait le prononcé du PSEM à une décision de l'autorité judiciaire après débat contradictoire et présence d'un avocat et à l'accord de la personne intéressée. Il est de plus inadmissible que l'exécution de la décision puisse être confiée à une personne privée, même sous le contrôle de l'administration. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, l'amendement 47 supprime l'article 37 b qui prévoit le placement sous surveillance électronique mobile des étrangers frappés d'une mesure d'interdiction judiciaire ou d'expulsion en raison d'activités à caractère terroriste. Les auteurs de l'amendement contestent en particulier la compétence de l'autorité administrative pour décider d'un tel placement. Cependant, dans la mesure où il appartient à l'autorité administrative de décider de l'assignation à résidence, il apparaît logique en droit, par parallélisme des formes, de confier également à cette autorité la responsabilité de décider d'un placement sous surveillance électronique qui est une alternative à cette assignation à résidence. En outre, les décisions prises par l'autorité administrative seront soumises au contrôle juridictionnel de droit commun, en particulier le référé liberté fondamentale prévu par l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. Avis défavorable, il en est de même pour les amendements 115 et 147 rectifiés. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je rappelle tout de même à Monsieur Anziani et Madame Assassi, c'est vous qui êtes intervenu, que nous ne parlons pas d'étrangers en situation irrégulière de droit commun, mais bien de terroristes. Ce n'est donc pas tout à fait la même chose. Et il arrive, vous le savez, que des terroristes faisant l'objet d'une interdiction du territoire national ou d'une mesure d'expulsion ne puissent pas être éloignés immédiatement de notre territoire. Ce qui explique cette mesure. C'est pour ça que je suis totalement défavorable à votre amendement. Bien, merci. Alors, je vais mettre aux voix ces amendements. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Non. Ceux qui sont favorables, bien lever la main. Les avis contraires? Ils n'en sont donc pas adoptés. Maintenant, nous avons deux amendements qui vont faire l'objet d'une discussion commune. Le 148 rectifié de M. Mézard, que Mme Laborde va présenter, et le 48 de M. Anziani. Monsieur le Président, c'est un amendement de repli qui subordonne le prononcé du placement sous surveillance électronique mobile à une décision de l'autorité judiciaire. Monsieur Anziani. Même explication, Monsieur le Président. Parfait, je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Alors, sur les trois amendements, sur le 148 et le 48, et pour les mêmes raisons que j'ai données tout à l'heure pour les autres amendements, nous sommes défavorables à ces deux amendements. 149, j'ai rien dit.
D'accord. Alors, d'accord, Monsieur le Ministre, même avis que la Commission. Et pour le Sénat, ceux qui sont pour, lèvent la main. Sur l'amendement 148 et 48. Avis contraire. Ils ne sont pas adoptés. Et maintenant, c'est Madame, d'abord vous présentez le 149 rectifié. Alors nous nous replions de plus en plus et nous demandons donc, c'est un amendement de repli qui subordonne le prononcé du placement sous surveillance électronique mobile à minima à l'accord de la personne intéressée. Merci, Monsieur le rapporteur. Alors l'amendement 149, cette fois, merci madame, cet amendement prévoit que le placement surveillance électronique est soumis à l'accord préalable de l'étranger. Le Sénat avait, lors de la création du PSEM par la loi du 12 décembre 2005 sur le traitement de la récidive des infractions pénales, posé le principe du consentement de la personne à son placement surveillance électronique. Il n'est pas injustifié de le prévoir ici, sinon il se trouvera en placement d'office, donc avis favorable. Merci, Monsieur le Ministre. Sur le 149 rectifié. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, écoutez, peut-être ai-je mal compris, j'espère d'ailleurs que j'ai mal compris. Votre proposition, semble-t-il, c'est finalement de subordonner le port du bracelet électronique, ça reviendrait à cela, peut-être ai-je mal compris, à l'accord de l'étranger concerné. Si c'est ça, je ne peux pas vous suivre, ça. Donc j'émets un avis totalement défavorable. Monsieur le Président de la Commission. Monsieur le ministre, moi je comprends, mais je rappelle que normalement la règle c'est l'assignation à résidence. Eh oui. Et ou bien c'est un assouplissement de l'assignation à résidence, parce que l'assignation à résidence, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de sortir. Et si vous sortez, etc., si vous ne respectez pas à ce moment-là, ça a des conséquences judiciaires. Mais comme en matière judiciaire, il y a l'accord, puisque c'est une modalité d'exécution, un assouplissement, Monsieur le Ministre, c'est pas un contrôle autre, c'est une forme d'assignation à résidence, j'allais dire mobile, comme le fait d'être en détention, et puis d'avoir l'autorisation, c'est une forme d'exécution d'une. Donc je crois honnêtement, mais c'est pour vous rendre service, Monsieur le Ministre, c'est que effectivement ces personnages, ou bien vous les assignez à résidence, ou bien à dire écoutez, on peut assouplir, mais à ce moment-là, on vous met le bracelet électronique mobile. Mais ça ne peut pas être uniquement le bracelet électronique mobile, c'est en fait si l'assignation à résidence peut être assouplie. En fait, c'est ça, parce qu'autrement, on détourne complètement ce qu'est le bracelet électronique mobile en matière judiciaire. Et nous sommes tenus, Monsieur le Ministre, puis je me permets de vous le rappeler, par des décisions du Conseil constitutionnel extrêmement précises. Donc c'est pas du tout mais c'est par cohérence vis-à-vis de ce qui existe en matière de bracelet électronique et de bracelet électronique mobile dans le domaine judiciaire. On ne peut pas aller au-delà dans le domaine administratif qu'on va dans le domaine judiciaire. C'est la seule raison pour laquelle la Commission a donné un avis favorable à l'amendement de M. Mézard et de ses collègues. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président de la Commission des lois, d'abord, je suis naturellement sensible par définition au fait que vous souhaitiez aider la position du gouvernement sur ce point. Mais pardon de vous le dire, vous ne démentez donc pas ce que je viens d'indiquer, à savoir que avec ce dispositif, vous demandez l'autorisation à la personne concernée, ou son sentiment, son accord pour le port du bracelet. Ça dépend donc de sa bonne volonté ou pas. Le gouvernement est bien défavorable. Oui, le gouvernement est défavorable. Bien. Alors, sur le 140 rectifié, si j'ai bien compris, la Commission est favorable et le gouvernement est défavorable. On est bien d'accord? Donc je passe au vote. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas, je le mets aux voix. Le 149 rectifié. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Ouais. Avis contraire. Il est adopté. Et l'article 37 quinquies B ainsi modifié également. Ensuite, l'article 36 quinquies C.
Nous avons 3 amendements identiques. Monsieur Anziani, vous défendez le 49, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, l'article prévoit de sanctionner d'1 an d'emprisonnement le manquement aux obligations de présentation périodique aux services de police et de gendarmerie des étrangers. Et nous considérons que cette disposition n'a pas grand-chose à voir avec ce texte d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure et qu'il devrait se rattacher à la loi que nous allons examiner dans une dizaine de jours sur l'immigration. Donc nous demandons la suppression de cet article. Madame Assassi, le 116, s'il vous plaît. Oui, même logique que mon collègue. Nous pensons qu'il s'agit là d'un cavalier législatif dont la présence n'est absolument pas justifiée. Il l'a rappelé, nos collègues à l'Assemblée nationale ont examiné le texte relatif à l'immigration et nous allons le faire ici même dès le 2 février. Moi, je pense qu'1 an d'emprisonnement pour ne pas avoir respecté une mesure d'éloignement du territoire, eh ben c'est purement et simplement impensable. Donc, à présent, donc, il serait de bon ton que vous cessiez d'instrumentaliser les étrangers à des fins électoralistes condamnables, puisque vous le savez bien, elle ne consiste qu'à faire les yeux doux à un parti politique qui s'appelle le Front National. Merci. Madame Laborde, le 150 rectifié. Alors, ce curieux article nous est soumis dans le cadre de la LOPSI quelques semaines avant que nous examinions en effet le projet de loi sur l'immigration où il aurait dû être discuté. Comprenne qui pourra. Mais surtout, il alourdit les obligations pesant sur les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national pour des motifs d'ordre public. Il sanctionne le manquement aux obligations de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie qui permettent de s'assurer que l'individu reste localisable en vue de la mise en exécution de la mesure d'éloignement lorsqu'elle deviendra possible. Pour parler concrètement, cet article rétablit, sans le dire, une forme de double peine que le président de la République avait pourtant supprimée la main sur le cœur. C'est pourquoi nous en demandons la suppression. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, ces 3 amendements ont pour but de supprimer l'article prévoyant de sanctionner des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui ne respecteraient pas leur obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie. Cette disposition comble cependant une lacune de notre droit. Il a semblé très utile à la commission des lois de la conserver. Donc avis défavorable sur ces 3 amendements. Monsieur le ministre, même avis. Bien. Alors, je vais mettre aux voix les 3 amendements. Ceux qui sont favorables veulent bien lever la main. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Ils ne sont donc pas adoptés et l'article 37 quinquier n'est pas modifié. Nous arrivons à l'article 37 noniès. 2 amendements identiques de Monsieur Anziani et du gouvernement. C'est Madame Claes qui défend le gouvernement, qui présente l'amendement. Non, je défends pas le gouvernement, mais en l'occurrence, il semblerait qu'on ait une position commune sur cet article qui concerne le transfert des fonds de l'Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure, dont on souhaite que ce transfert ne bénéficie pas de dérogation par rapport au droit actuel, même si c'est effectivement possible. Nous considérons qu'il faut garantir le transfert de ces fonds vers une autre structure mutualiste ou au Fonds national de garantie des mutuelles. Merci. Monsieur le ministre, si vous voulez présenter le 59. Bon, en réalité, c'est le même amendement, ce qui signifie donc pas de manière réciproque que je soutiens le groupe socialiste, mais c'est vrai que cette disposition a pour objectif d'autoriser l'association Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure à dissoudre sa mutuelle. Alors c'est vrai qu'il y a eu des évolutions, le rapporteur me le rappelait il y a quelques instants, mais le gouvernement donc maintient sa position et estime que cette dérogation au droit commun applicable à la dissolution des mutuelles n'est inspirée par aucun motif d'intérêt général suffisant. Donc moi c'est l'amendement 59 du gouvernement, mais qui reprend les termes de l'amendement de Mme Claes. Monsieur le rapporteur. Président, comme vient de le dire Monsieur le ministre, il y a eu de nombreuses évolutions dans les derniers jours. Aussi, la commission des lois s'en est remis à la sagesse du Sénat. Bien. Et donc, le ministre est favorable à l'amendement Anziani, qui est identique au sien. Donc, sagesse du Sénat. Le Sénat est unanime à adopter ces amendements?
Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Il en est ainsi décidé et l'article 37 non-yes est supprimé. Article 36, une des sièges. Alors, Madame Claes, excusez-moi. Oui, merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de cet article, dont nous demandons la suppression globale, ils intéressent l'organisation judiciaire et ne présentent pas de lien direct avec le projet de loi. C'est pourquoi nous souhaitons qu'ils soient supprimés. Cet article, les mesures proposées relancent également le débat sur la double peine, appelée peine complémentaire, mais en fait double peine. Il existe déjà tout l'arsenal nécessaire aujourd'hui par rapport au crime pour mettre des peines complémentaires. Il existe la déchéance, l'incapacité ou le retrait d'un droit, etc. Donc nous considérons qu'il est totalement inutile de faire de nouveau cet appel du pied au discours du Front National et demandons donc le retrait de l'article. Bien, Madame Assassi, c'est vous qui le présentez. Non, c'est Madame Maton, je m'excuse, présentez-le. Merci, Monsieur le Président. L'article 50 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne rappelle que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. Donc, vous fallait-il essayer de contourner ce principe et permettre ainsi l'instauration d'une peine complémentaire pour les étrangers reconnus coupables de crimes. Selon vous, c'est une peine complémentaire, mais selon nous, cela s'apparente quand même à la double peine. Cet article de cette peine complémentaire d'interdiction du territoire existe déjà d'ailleurs en droit français, puisque le Code de procédure pénale, dans son article 362, donne déjà aux cours d'assises la possibilité de prononcer cette peine complémentaire. Donc cet article est donc inutile et ne répond que d'un objectif de communication. Et je crois que ça n'a qu'une visée démagogique. C'est la raison pour laquelle nous vous en demandons purement et simplement la suppression. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, alors pour l'amendement 51, le 1 de cet article est introduit par notre Assemblée et voté en termes identiques par les députés. Il vise à simplifier les règles de désignation de la Cour d'assises chargée de connaître en appel des affaires de criminalité organisée. Quant au grand 2, il vise à contraindre les cours d'assises à se prononcer sur le droit au séjour d'un étranger reconnu coupable d'un crime dans le respect du droit en vigueur. Ces deux dispositions ont donc pleinement leur place dans le présent projet de loi en améliorant l'efficacité des dispositifs en vigueur. Avis défavorable au 51 et par analogie, avis défavorable au 117. Ministre, votre avis? Même avis. Même avis. Bien, alors je le mets aux voix, les mets aux voix. Ceux qui sont favorables veulent bien lever la main. Avis contraire. Ils ne sont pas adoptés. Et l'article n'est pas modifié. L'article 37 des siens, suppression maintenue. L'article 39 modifié. Non modifié, pardon. 39 bis non modifié. Maintenant, 39 bis B. J'ai deux amendements identiques. J'appelle Madame Assassi. Coordination, d'accord. Et Madame Laborde, il est identique, coordination. Je le mets au voix. Oui, avis de la commission. Quel est l'avis de la commission? Par coordination. Par coordination. Bien, et le gouvernement également, donc ils ne sont pas adoptés. Bien. Merci. Et l'article 39 bis n'est pas modifié. Ensuite, l'article 39 bis C. Deux amendements identiques, même chose, coordination, donc même vote, je suppose, pas d'objection. Attendez, est-ce que ça va tellement vite que je cherche? Voilà. Et maintenant, j'ai le 153 rectifié de Madame Laborde. Madame Laborde, vous tombez sous le charme de votre président, mais... Et oui, parce que je lui donnais quelques explications. Allez, 153 rectifié. Excusez-moi. Donc c'est aussi un amendement de coordination avec nos amendements de repli déposés à l'article 37 quinquies B. Bon. Position de la commission identique et Pareil le gouvernement identique, donc il n'est pas adopté. Ouais. Et le 150 rectifié, c'est pareil, c'est même pour ça que chose. je me suis pas assise. Mais il est de mon devoir de vous poser la question et l'article 39 bis C. Favorable, oui.
Attendez. Ah oui. Le combien? Le 154 rectifié. Oui, le 154 rectifié. Vous y êtes favorable par coordination. Et par contre, c'est le 153 et défavorable, et donc même vote que tout à l'heure. Et le 150 rectifié de Madame Laborde, là, la commission est favorable et le gouvernement également. Bon, donc par coordination, et donc je le mets aux voix pour la clarté. Ceux qui sont favorables lèvent la main. Unanimité. Il est adopté. Bien. Voilà. Non, parce que ça finit. Le 44 bis suppression maintenu. Nous en arrivons au 44 terre. Il y a un amendement 120 qui le défend. Coordination. Donc, défavorable. Gouvernement, défavorable. Et donc, le Sénat est contre. On est bien d'accord. Et l'article 44 terre n'est pas modifié. J'arrive. 45 terre, pas d'amendement non modifié. Après l'article 45 terre, nous avons un 67 rectifié. C'est Monsieur Lefebvre qui le présente. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le présent amendement précise les modalités d'entrée en vigueur dans le temps des nouvelles règles contenues dans l'article 28 bis afin de conforter la sécurité juridique du dispositif. Ainsi, il est proposé d'appliquer les nouvelles dispositions aux infractions commises ou devenues définitives à compter du 1er janvier 2011. Merci, Monsieur le rapporteur. Cette précision est effectivement très nécessaire, donc elle est favorable. Favorable. J'ai pas entendu. Favorable? Oui, d'accord. Et Monsieur le Ministre? Monsieur le Ministre est également favorable. Donc, je mets aux voix l'amendement 67 rectifié. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Il est adopté. Maintenant, les autres dispositions de ce projet de loi ne font pas l'objet d'une deuxième lecture. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Et y a-t-il des demandes d'explication? Madame Assassi, Madame Claes, Madame Borvo-Séat, Madame Laborde, et pour le moment c'est bien. Bon, Madame Assassi. Oui, merci Monsieur le Président. Donc l'examen de l'OPSI 2 ici en seconde lecture, je dirais a confirmé votre peu d'enclin au débat et combien votre bilan en matière de sécurité est accablant. Et que ce faisant, bon, pour faire bonne figure sans doute, vous ne cessez de multiplier des lois sécuritaires souvent inapplicables, faute particulièrement de moyens. Donc vous avez supprimé la police de proximité, vous asphyxiez budgétairement les dispositifs de prévention et de réparation de la délinquance, tout en surpeuplant les prisons, les transformant ainsi en véritables écoles du crime. Dans le même temps, vous incitez à la multiplication de la vidéosurveillance pour le plus grand profit des sociétés de sécurité privées, dont, même si certains continuent à le réfuter, l'efficacité est loin d'être prouvée, notamment en termes d'élucidation. Tout ceci, bien évidemment, en supprimant par milliers des postes de policiers de terrain, les remplaçant par des unités mobiles déterritorialisées, qui, comme les carabiniers d'Offenbach, arrivent toujours trop tard, faute de connaître le terrain. Quant au développement des polices municipales, leur existence vous sert de prétexte pour réduire les effectifs dans les commissariats et par ailleurs, cette existence pénalise financièrement les citoyens puisqu'ils se voient taxés par deux fois, une fois par l'impôt sur le revenu, l'autre par l'impôt local, pour une même mission qui, je tiens à le réaffirmer ici, doit rester une mission régalienne de l'État. Donc force est de constater que vous décidez sur la sécurité et la justice, mais aussi sur d'autres sujets, d'abandonner nos concitoyens et de consacrer les moyens de la puissance publique à la protection des puissants. En creux, votre message est limpide, chacun pour soi, et si vous voulez de la sécurité, eh bien débrouillez-vous pour vous la payer. Pour notre part, nous continuerons à travailler l'idée selon laquelle la sécurité des biens et des personnes est un droit qui mérite d'autres mesures que les vôtres, d'autant que celles-ci persistent à nier que le combat contre les violences passe aussi
par moins de précarité et de chômage de masse des jeunes, en faisant jouer à nouveau à l'école son rôle d'ascenseur social, en assurant à tous l'égalité d'accès aux services publics, à l'emploi, au logement, à la culture, à la justice, etc. Alors bien évidemment, cela demande plus de services publics modernisés, en particulier pour l'enfance et la petite enfance, pour l'aide à la parentalité, pour la justice, la formation, l'éducation, le sport, la culture, donc plus d'argent pour les hommes et moins pour les marchés financiers. Je crois qu'on en est bien loin avec la LOPSI 2 et c'est pour cette raison que nous rejetons ce texte. Je vous remercie. Madame Claes, pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais commencer par rendre hommage aux techniques de communication parfaitement efficaces et en tout cas très subtiles du gouvernement en matière de sécurité. Il convient d'abord d'affirmer avec force que la politique menée par le gouvernement en la matière est efficace et que la délinquance diminue. Et puis, à chaque fait divers plus ou moins monté en épingle, finalement, on admet que la délinquance est quand même pas tout à fait contenue, mais on le justifie, c'est pas de la faute de la politique menée actuellement, mais c'est simplement à cause des magistrats qui sont laxistes, c'est à cause du code pénal qui n'est pas suffisamment répressif. Donc à grand renfort de couverture médiatique, on envoie finalement quoi ? Des renforts humains sur place et on continue d'augmenter la défiance du citoyen par rapport à l'institution judiciaire notamment et de justifier le fait que nos textes ne sont pas assez répressifs. Finalement, les contrevenants sont tous des dangereux criminels et les juges sont tous des gens qui les laissent faire. Le citoyen a un sentiment d'insécurité qui croît et ça justifie, une fois de plus, en boucle, non plus qu'en boucle, en spirale, les accumulations de textes, pourtant tous totalement inefficaces, on en a la preuve, auxquels on assiste toutes ces dernières années. Et alors que traitement et prévention de la délinquance nécessiteraient pourtant, et c'est ce que vous avez écrit dans ce texte, un véritable partenariat, un véritable travail main dans la main et en confiance entre toutes les différentes institutions ou tous les dépositaires de l'autorité publique, c'est le contraire que vous faites et que vous affirmez tous les jours face à nos concitoyens. Ce texte, on l'a déjà dit, est un fourre-tout, ne programme rien du tout sur le long terme, si ce n'est, à mon sens, la mise à mal de notre démocratie et de notre sécurité, ce qui est quand même regrettable pour un texte de programmation. Pourquoi ? D'abord, il est inégalitaire, ne serait-ce que par le transfert, on en a parlé ce matin, des missions de l'État vers les polices municipales. Les communes riches pourront avoir une police municipale et une prévention de la délinquance plus ou moins efficace, pas les communes pauvres. Les policiers municipaux, sous l'autorité du maire, travailleront pour assumer une fois de plus des fonctions régaliennes qui devraient revenir à l'État. La formation des policiers municipaux, le président de la commission des lois n'est plus là, mais ne sera pas assurée en regard des nouvelles missions qui leur seront confiées. Le CNFPT, que je sache, n'est pas en mesure aujourd'hui d'assurer cette mission de formation complète par rapport à des missions supplémentaires. Inégalitaire car la répartition des forces de sécurité se fera avec la désertion des zones rurales. C'est écrit partout dans le texte, on va mettre les forces de sécurité sur les bassins de délinquance. On va oublier nos zones rurales. La gendarmerie nationale est encore là, ce sont encore des militaires, on peut encore compter sur eux, mais ils sont de moins en moins nombreux en termes d'effectifs. Ils sont aujourd'hui rassemblés avec la police nationale sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Ils iront eux aussi demain, s'ils restent là, s'ils sont toujours parmi nous, ils iront eux aussi demain vers les zones urbaines. S'il était encore parmi nous, je crois que Coluche nous dirait aujourd'hui que certains sont plus équivalents que d'autres, au lieu de plus égaux. Ce texte est inutile, voire dangereux. Comme je viens de le dire, il organise la défiance et déstabilise l'institution judiciaire qui est pourtant un pilier fondamental en matière de lutte contre la délinquance. Il met à mal le principe de la personnalisation de la peine, qui devient une dérogation au droit commun. Il organise un transfert et non pas une coproduction de l'obligation de sécurité, transfert aussi vers les sociétés privées, sans mettre en place en amont les moyens de contrôle et de formation nécessaires. Même le domaine public sera demain sous le contrôle des sociétés de sécurité privée grâce à l'outil vidéosurveillance qui, pour moi, est un outil, pour vous, est une fin en elle-même.
Le dogme de la perfection de cet outil est excessivement dangereux et empêche de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour le contrôler. Ce texte met enfin en place insidieusement les conditions d'une censure de la communication en s'abritant derrière la nécessaire lutte contre la pédopornographie qui est déjà dans ce texte associé au radicalisme religieux. Je vois bien d'ici ce qu'on va me dire. Alors, il ne faut pas lutter contre la pédopornographie, il ne faut pas lutter contre le radicalisme religieux. Si, bien sûr, mais en conservant, en s'appuyant sur les principes de notre démocratie. Et ce n'est pas être angélique que de dire qu'on a les moyens de lutter contre ces deux fléaux sans mettre à mal la démocratie et sans censurer tous les moyens de communication. Bref, une série de mesures qui, en plus, ne visent que les exécutants de la délinquance, jamais les donneurs d'ordre, jamais ceux qui tirent vraiment les ficelles des profits gigantesques liés à la délinquance, paradis fiscaux, fraude de grande envergure, système financier, banques, parfois peu scrupuleuses. Aucune aggravation de peine, des délais de prescription qui se diminuent, aucun moyen dédié spécifiquement à cette lutte. Bref, Monsieur le Ministre, vous l'avez compris, nous sommes persuadés que vous ne vous attaquez pas à la délinquance, mais c'est encore une politique de communication et un discours populiste auquel nous ne pouvons nous associer. Bien, Madame la Présidente Borro-Cohen-Seat, pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président. Voilà, il y a un premier point qui nous paraît absolument inadmissible, c'est que sous couvert d'une adaptation de nos textes aux nouvelles formes de délinquance, le gouvernement continue exactement de la même façon en aggravant encore les peine, la répression, sans une analyse sérieuse des effets des multiples lois précédentes, ne serait-ce que la LOPSI 1. Il y a des rapports à venir, en cours. Monsieur le ministre, vous allez nous faire un bilan bientôt, ces jours-ci, peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire après le vote ou demain. Je crois qu'il serait beaucoup plus pertinent pour un Parlement qui se respecte de discuter de façon contradictoire des rapports multiples qui sortent ou qui vont sortir sur le bilan et de la politique du pouvoir et sur la délinquance avant de se lancer dans une législation nouvelle. Et de ce point de vue, je trouve que, au fond, l'autonomie du Parlement est quand même tout à fait limitée, pour ne pas dire inexistante. Voilà, puisqu'il suffit qu'on vous demande de revoter des lois encore toujours dans le même sens, toujours plus répressives, pour que vous répondiez comme un seul homme, sans vous interroger sur ce qu'il en est et du bilan et de la délinquance. Deuxièmement, ce texte porte évidemment un projet de société où domine le contrôle social, la surveillance généralisée porte en germe des citoyens, dont d'ailleurs une grande part sera confiée au privé, ce qui est évidemment tout à fait dangereux, à but très lucratif en la matière, privé à but très lucratif, tandis que tous les acteurs sociaux de prévention sont en panne de moyens, d'effectifs et je dirais de considération, ce qui est très grave et évidemment inacceptable. Enfin, ce texte, combiné avec le texte ex-Besson, c'est-à-dire le texte sur l'immigration, organise l'inégalité de droit entre les Français et les étrangers sur notre territoire, ce qui est vraiment pas dans notre tradition pour ceux qui se réfèrent toujours à la tradition républicaine. Et qui plus est, on le verra avec le futur texte, entre même les Français, qu'ils soient de fraîche date ou de plus longue date. Donc là, on est une rupture d'égalité en droit qui est extrêmement aussi grave et préoccupante d'ailleurs de la logique de gouvernement du pouvoir. Voilà, donc bien évidemment, nous voterons comme en première lecture contre ce texte et je regrette que le débat ne soit pas plus ouvert au Parlement, j'entends, sur ces questions. Merci. Madame Laborde. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues,
La deuxième lecture de ce projet de loi dans notre Haute Assemblée n'aura pas permis, loin s'en faut, de lever les réelles inquiétudes de la majorité des membres du RDSE face à une politique sécuritaire toujours plus dure, inefficace et pour tout dire injuste. Au gré de la navette, les dispositions de ce texte, déjà très hétérogène à l'origine, se sont transformées en un patchwork simplement dicté par les aléas de la rubrique faits divers des journaux. L'émotion et l'enquête d'opinion sont devenues la principale source d'inspiration de la politique pénale de notre pays. Or, légiférer sous la coupe des médias est non seulement absurde, mais encore créateur d'insécurité juridique et d'injustice, et pour tout dire, à l'opposé de la conception de l'intérêt général que nous nous faisons. Cela a été largement rappelé durant nos débats. Les magistrats comme les forces de l'ordre sont excédés par cette politique toujours plus sécuritaire qui leur impose des objectifs inatteignables au vu de la faiblesse des moyens qui leur sont accordés et de la réduction des effectifs que nous dénonçons à chaque loi de finances. Les statistiques montrent pourtant que, loin des incantations d'autosatisfaction, la délinquance n'a en rien reculé depuis 2002 et continue même à progresser de façon inquiétante pour nos concitoyens. Face à ce phénomène très complexe, la seule réponse du gouvernement est une course en avant vers toujours plus de répression, d'aggravation des peines d'enfermement. 16 lois sécuritaires en 8 ans ne font pas une politique pénale performante. Elles signent au contraire un navrant constat d'échec. Cette politique, c'est celle des peines planchées pour les primo-délinquants, de la double peine pour les étrangers, du renforcement de la rétention de sûreté, de la privatisation du domaine public, de la vidéosurveillance érigée en solution passe-partout, du couvre-feu pour mineurs. Cette politique, nous la refusons fermement. Par contre, nous estimons, comme l'a brillamment défendu notre collègue Jacques Mézard durant l'ensemble des débats, que la solution doit appréhender l'ensemble des facteurs de délinquance, à commencer par les inégalités sociales de plus en plus criantes qui ne cessent d'alimenter l'exclusion et la violence, ce qui ne nous empêche pas d'être attachés au principe de responsabilité individuelle et d'attendre de l'État une grande fermeté quand cela s'impose. N'oubliez pas que les premières victimes de la délinquance et de la criminalité sont bien nos compatriotes les plus défavorisés. Nous attendions également une réflexion plus aboutie sur les causes de la récidive, à commencer par le rôle qui joue l'état actuel de notre système carcéral malgré la loi pénitentiaire. Malheureusement, ce projet de loi est aveugle sur ce point. Le travail du Sénat et de notre commission des lois a néanmoins permis de mieux répondre aux soucis de respect des droits fondamentaux auxquels nous sommes tous attachés. Il est vrai aussi que l'Assemblée nationale s'est largement laissée emporter dans le toujours plus sécuritaire. Monsieur le ministre, un certain nombre de nos amendements ont certes été adoptés, ce dont nous nous réjouissons. Mais la philosophie de ce projet de loi, tel qu'il ressort de cette deuxième lecture, se situe fondamentalement à l'opposé de notre conception de l'intérêt général et de la justice. La majorité des membres du RDSE votera donc fermement contre. Je vous remercie. Monsieur Lamini, vous avez demandé, vous exprimez une explication de vote, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc nous arrivons au terme de cette seconde lecture de la loi LOPSI 2. Nous avions eu aussi en septembre dernier un débat riche et dense. Il a été aussi du même ordre au cours de cette seconde lecture. Je tiens aussi à rendre hommage, je dirais, au président de la commission des lois, au rapporteur, ainsi qu'aux membres de la commission des lois pour, je dirais, le travail de fond qui a été fait. Je le dis aussi avec mes collègues, je dirais, qui font partie d'autres commissions. Et je crois que c'est aussi, on a pu mesurer, je dirais, le travail effectué. Alors au cours de l'examen en seconde lecture de ce texte important, parce que je dirais il touche complètement une des préoccupations de nos concitoyens, à savoir la sécurité, sécurité des personnes, sécurité des biens, sécurité routière, je dirais, lutte contre la délinquance sous toutes ses formes. Je dirais, on peut aussi parfois remettre en cause certaines difficultés, mais je dirais c'est un combat collectif, un combat permanent à tous les niveaux, au niveau de l'État, des collectivités territoriales, puisqu'on abordait gendarmerie nationale, police municipale, sécurité aussi
privé, je dirais, avec toutes les sociétés qui interviennent au titre privé. Mais je dirais c'est un travail de fond. Et les chiffres qui ont été donnés par monsieur le ministre, montrent aussi vraiment le combat permanent pour, je dirais, lutter contre la délinquance sous toutes ses formes. Parce que je crois que là, même, je dirais, avec des techniques nouvelles, des technologies nouvelles, qu'on prend en compte, bien entendu, mais à ce niveau-là, on tient aussi à rendre hommage au côté humain. Parce que, je dirais, les hommes et les femmes qui travaillent au quotidien pour la sécurité des personnes et des biens, sécurité routière, je crois que c'est aussi un hommage qu'on tient aussi à leur donner. Et les dispositions qui sont prises en compte en seconde lecture dans ce texte important et fondamental montrent aussi une volonté du gouvernement, je dirais, de faire avancer les choses et d'améliorer constamment, et aussi le lien avec la justice, parce que c'est une grande chaîne avec plusieurs maillons, et je crois que c'est aussi, et la sécurité en fait partie. Donc je voudrais saluer tout ce travail, et il n'y a aucun système qui n'est parfait, mais je pense qu'au moins cette loi LOPSI a le mérite aussi d'essayer de faire progresser les choses pour lutter contre la délinquance en général. Donc avec mes collègues du groupe UMP, nous voterons cette loi LOPSI 2. Je vous remercie. Madame Boumedienne. Oui, Monsieur le Ministre et chers collègues, je persiste maintenant, après ce débat, à dire que ce texte, LOPSI 2, développe une doctrine, celle qui privilégie les réponses pénales, spectaculaires, criminalise, qui en fait poursuit une politique répressive inefficace au détriment de solutions réfléchies, mesurées pour de la véritable prévention. En effet, nous assistons, et nous l'avons dit lors de ces débats, de plus en plus à un durcissement inapproprié du droit pénal, à une méfiance de la magistrature. Ce texte fourre-tout, législatif et exclusivement répressif. Il porte atteinte à nos libertés judiciaires, à nos libertés publiques, et nous ne pouvons pas l'accepter. En effet, vous vous en prenez de plus en plus aux familles les plus fragilisées, aux jeunes en difficulté, vous stigmatisez leurs parents en les sanctionnant, en les criminalisant, au lieu de donner les moyens d'affronter les difficultés sociales. En fait, aujourd'hui, vous soldez. Oui, vous soldez, je sais, c'est la période. Malheureusement, vous soldez nos libertés individuelles, vous soldez nos droits, vous autorisez les personnes morales privées à installer des caméras aux abords des établissements, vous permettez l'exploitation d'images de vidéosurveillance publique par des sociétés privées, vous permettez le visionnage de faits et gestes de nos citoyens dans les parties communes d'immeubles, vous privatisez la sécurité, vous déléguez les compétences de l'État à des tiers, faisant ainsi l'aveu de notre incapacité à gérer les problématiques sécuritaires françaises. Nous sommes contre ces soldes. En effet, vous atteignez là un point important. Il est d'ailleurs étonnant de constater que, un peu comme Big Brother, vous n'avez pas encore songé à imposer le contrôle par webcam du domicile de chaque citoyen. Enfin, et comme je l'ai déjà dit, je continuerai également dans cet hémicycle, mais aussi dans la rue, aux côtés des associations pour la liberté, à défendre ces libertés, à défendre cette justice que vous nous refusez dans cette loi LOPSI. Vous voulez encore créer des peurs au travers différentes mesures illisibles, des nouvelles incriminations dangereuses, inutiles, inapplicables, faisant toujours de la surenchère sécuritaire et entretenant un affichage purement médiatique et, il me semble, électoraliste. Aujourd'hui, nous sommes face à une société qui, je le crains, est en train de vivre une xénophobie politique et en plus une certaine xénophobie. Excusez-moi. En effet, cette loi aujourd'hui est un recul par rapport aux lois que nous avons votées dans la loi pénitentiaire sur l'aménagement des peines. C'est un recul sur nos principes d'individualisation par les peines planchers. Et cette loi nous inquiète. Elle nous inquiète parce qu'elle inverse les principes. La liberté devient exception, l'enfermement devient la règle. Alors aujourd'hui, excusez-nous de nous vous le dire, nous ne pourrons pas vous suivre sur ce chemin. En effet, nous sommes en train de commencer à avancer de plus en plus vers une atteinte de notre démocratie et de nos libertés. Et aujourd'hui, la foi que j'ai dans notre République n'est pas celle-ci. Merci.
Bien. Mes chers collègues, alors nous arrivons au terme de ce débat. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Ceux qui sont favorables veulent bien lever la main. Merci. Avis contraire? Le projet de loi est adopté. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. À suivre sur notre antenne à partir de midi, les vœux de Nicolas Sarkozy aux acteurs de la santé. Très bonne journée à tous.